Il est 9h07 à la veille de la grande rencontre des acteurs de l'automobile, la journée de la filière automobile à la Villette. Le monde de l'automobile est-il en danger de mort? On en parle ce matin avec Claude Cham. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules. Xavier Oran, bonjour. Bienvenue. Délégué général CNPA. Olivier Lefebvre, bonjour. Bonjour. Délégué syndical Force ouvrière de Stellantis. Et Patrick Pellata, bonjour, merci. Bonjour. Consultant Métastratégie Consulting et ex-Renault. Oui, ex-dirigeant Renault et qui a conduit l'Alliance, on s'en souvient, tout début des années 2000, avec le résultat qu'on a connu, bien sûr, l'explosion de Renault-Nissan sur le marché. Alors, on va voir, le monde de l'automobile en France est-il en danger de mort? C'est une question un peu provoque, mais bien sérieuse, comme l'évoque un certain nombre d'acteurs du secteur. Et vous, des centaines de milliers d'emplois, évidemment, sont concernés par le monde de l'automobile. Combien pourraient disparaître dans les années qui viennent? Il y a de l'auto-bashing. Est-ce que le tout électrique est la solution ou est-ce qu'il faut aller vers d'autres solutions quand on voit les Coréens qui vont sur du mix de l'hydrogène, par exemple? Et qu'est-ce que vous attendez comme solution? On va faire un tour de table. Juste avant ça aussi, pourquoi, commençons peut-être par vous, puisque vous êtes au centre là, Xavier Oran, délégué général du CNPA. Pourquoi dites-vous que l'automobile en France est en danger de mort? Nous sommes, au niveau de la filière automobile, il faut toujours rappeler que c'est un bout de France. C'est un actif stratégique absolument essentiel à la nation. Il fait vivre un Français sur 10. Et donc, quand on parle effectivement de danger de mort, ça doit tous nous interpeller. C'est une industrie de premier plan qui est consubstantielle effectivement à l'idée de nation. Et nos politiques en parlent d'ailleurs assez régulièrement, et c'est tout à fait exact. Il y a très peu de secteurs, très peu, et l'automobile fait partie de ceux-là, qui ont une empreinte à la fois culturelle, historique, économique, sociale, aussi forte. Et donc effectivement, la décennie qui s'est ouverte avec la tragédie mondiale que nous avons tous connue et qui a joué à la fois un rôle d'accélérateur, sans aucun doute, mais aussi de révélateur de nos atouts et de nos faiblesses. C'est particulièrement vrai et parfois cruel au niveau de l'automobile. On le voit avec la crise des semi-conducteurs qui viennent poser toutes les bonnes questions, y compris celles que nous n'avions pas voulu traiter ces dernières années. Je pense à celle de la souveraineté économique qui nous rattrape de manière extrêmement brutale. Oui, effectivement, cette prochaine décennie est particulièrement critique pour toute la filière automobile, que ce soit pour les industriels, les constructeurs, les équipementiers, mais aussi un autre écosystème qui est un peu moins connu et que j'ai l'honneur de représenter, que sont la distribution, la réparation, les services de l'automobile de manière générale. Et ça représente combien d'emplois? Le bloc, au total, c'est un Français sur 10, donc c'est plus de 2 millions d'emplois directs et indirects en France, amont et aval, c'est-à-dire l'industrie. Mais tout ce qui est distribution, réparation, garage, etc. La distribution, les services de l'automobile, on l'oublie souvent parce que on polarise l'attention à juste titre, compte tenu des priorités sur l'industrie automobile, mais la distribution et les services qui sont plutôt sous les radars, c'est aussi la vie de tous les jours des automobilistes, et c'est un bloc de compétences et d'emploi qui pèse plus de 500 000 actifs, 160 000 entreprises. Oui. Claude Cham, c'est la même chose du côté des équipementiers. Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi un auto-bashing qui est assez développé depuis, disons, 4-5 ans en France notamment? Bon, je trouve que quand vous parlez d'auto-bashing assez développé depuis 4-5 ans, vous êtes modeste en termes de timing, gentil. Je suis gentil. Je pense qu'on pourrait remonter plus loin. Et quant à la crainte, oui, vous savez, la mort fait partie de la vie. Pour les entreprises, il en va exactement de même. Donc le danger, il est là. Surtout que si nous avons été une nation puissante pendant à peu près 3/4 de siècle, aujourd'hui en Occident, on a vu apparaître une plaque asiatique, et en particulier un nouvel acteur qui s'appelle la Chine et qui est quand même pas un petit acteur. Donc le danger est toujours existant. Il y a d'autres filières je pense au textile en France, où le textile a disparu, pour l'industrie automobile. On pourrait carrément ce risque à ce point-là, alors que évidemment l'automobile, il y en a partout. Vous qui êtes au cœur en fait chez Stellantis, Olivier Lefebvre, et on verra donc aussi le consultant Patrick Pellata en fait dans un instant. Vous le sentez aussi, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une disparition. Alors il y a tout ce qui est équipement évidemment, et puis réparation, distribution, mais également chez les constructeurs?
Oui, alors je reviens sur votre question. Est-ce que l'automobile est en danger de mort ? On aurait dû se poser la question depuis les années 2000, en fait. La perte de production en France, en fait, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en avant, avec les réductions d'effectifs qui vont avec. Ça, il faut être clair. Derrière, on a des salariés. On a vu les entreprises qui se réadaptent. Alors, on voit Stellantis, ex-groupe PSA, on l'a fait dans les années 2013-2014, où en fait, on était quand même, je vais dire, pas loin de mettre la clé sous la porte. Soyons clairs, il a fallu faire des accords de compétitivité. On l'a vu chez nos collègues et concurrents Renault aussi, où ils sont encore en train de se restructurer aujourd'hui. Donc je pense que le vrai problème est là, c'est qu'il y a une nécessité d'être performant, de faire de la compétitivité. Aujourd'hui, on demande beaucoup aux salariés. Mais vous n'êtes plus compétitif, c'est ce que vous voulez dire, on est redevenu compétitif parce que les efforts ont été faits par les salariés, mais ça a été à des pertes d'emploi. Donc ça, c'est une vérité. Et ça, c'est pas uniquement par des mesures d'autobashing qui sont actuelles. C'est quelque chose qui est depuis une vingtaine d'années, en fait. Patrick Pedata, vous qui êtes consultant, qui avez été aux manettes de Renault-Nissan avec cette alliance, et vous avez une vision aussi mondiale. Claude Cham évoquait la Chine, en fait, tout à l'heure. Est-ce que vous avez le même regard sur le monde de l'automobile en France ? Est-ce qu'il est vraiment menacé de mort ? Je pense pas. Je pense que s'il fait rien, il est menacé de mort. C'est-à-dire que le risque numéro 1 aujourd'hui, c'est de ne pas se transformer. Il faut se transformer parce que la première raison, c'est le réchauffement de la planète. Les transports, ça compte entre 20 et 30% des émissions CO2 de la planète, donc il faut les réduire. Et il n'y a pas 50 ans pour les réduire, il y a urgence, comme on n'a pas agi depuis le premier rapport du GIEC en 92, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est fait, donc maintenant ça s'accélère et il faut y passer. Il faut y passer. Et je pense que c'est une chance que l'Europe batte une cadence assez rapide, parce que si on ne faisait pas ça, dans 10 ans, les voitures qu'il faut, les voitures électriques, elles seraient chinoises. Oui, non mais l'industrie française se transforme, c'est pénible. C'est ce qu'on disait déjà aussi de la sidérurgie et puis évidemment du textile il y a quelques années. Il faut se transformer, il faut évoluer. Résultat, on a disparu et au profit en fait de certains qui sont quand même de beaux pollueurs, puisque vous parlez en fait de la Chine, pour ne pas les citer, de l'Inde et d'autres pays où ils ont peut-être ce souci aujourd'hui, mais en tout cas ils produisent et nous on n'existe plus quand même, quoi. Non, je pense qu'il y a une grande différence entre la sidérurgie qui est sur une toute petite base en fait, et l'automobile, ça a été dit, qui est sur une base très large. L'automobile, elle peut pas, les mobilités aujourd'hui, elles sont essentiellement toujours automobiles. C'est dans les milieux ruraux, en comptant la marche, c'est 80% des déplacements. Dans les villes moyennes, c'est 75%, 73% des déplacements, et ça bouge pas. Ça a bougé beaucoup en région parisienne, où là, ça a fortement baissé. On est maintenant à 33-34%. Donc le besoin de mobilité automobile, il est toujours là. Et ça change tout doucement, voire ça change pas dans certains endroits. Donc là, vous avez ce point extrêmement solide. Ensuite, vous avez une industrie qui a montré déjà de la résilience. Bon, le cas de Stellantis est significatif. Et puis, vous avez la nouvelle... Pour les auditeurs, pour être assez concret, en quoi est la montée de la résilience chez Stellantis ? Parce que c'est une entreprise qui allait pas bien il y a 5 ans, 6 ans. 6 ans, c'est ça, avec un support de l'État. L'État est monté au capital à 15%, si je me souviens bien. Il n'est pas encore complètement sorti. C'est la BPI qui est dedans. Et donc, cette résilience montre qu'en se mobilisant, on peut faire des choses. Et quand je regarde l'industrie, elle va se transformer. Des véhicules électriques, c'est pas la même chose. Pour une usine de montage, c'est quasiment la même chose. Pour une usine de moteur, c'est plus du tout pareil. Par contre, il y a des usines de batteries. Les usines de batteries sont en train de fleurir un peu partout en ce moment en Europe. Il y a beaucoup d'emplois derrière. Il y a d'ailleurs énormément d'investissements, presque autant que sur une usine de montage automobile. Et puis, vous avez ce qu'il y a en amont de ça. Les mines de nickel qui sont en France à Nouméa. Vous avez l'industrie de la transformation en amont des usines de batteries.
Et vous allez avoir le recyclage. Le recyclage, il va être européen et j'espère qu'il va être massivement français. Ouais. Les 4 entreprises les plus en pointe aujourd'hui sur le recyclage en Europe sont françaises. Allez, on verra si l'avenir de l'automobile, c'est bien l'électricité. On en parlera dans quelques instants. Appelez-nous 0826 300 300 et on vous attend au standard. À tout de suite. Xavier Oran, Patrick Pellata, Olivier Lefebvre et Claude Cham. 9h20, troisième partie spécialisée dans l'automobile. Le monde de l'automobile est-il en danger de mort? Petit tour de table. Claude Cham, président de la Fédération des industries de l'équipement pour véhicules. Xavier Oran, délégué général de CNPA. Olivier Lefebvre, qui est délégué syndical Force ouvrière chez Stellantis. Et Patrick Pellata, consultant Métastratégie Consulting. Oui, alors il y a quand même un énorme paradoxe en fait aujourd'hui en France. Finalement, le marché automobile pourrait bien se porter parce que les gens ont envie d'acheter en fait des voitures, sauf qu'il y a des délais en fait assez incroyables avec la pénurie en fait de semi-conducteurs. Résultat, et puis les voitures sont quand même aussi un peu chères, donc il faut le dire tout de même. Résultat, c'est le marché de l'occasion qui se porte en fait très bien, et donc là, c'est pas forcément des voitures d'avenir, mais aussi cher que le neuf. Mais oui, il y a même de la surenchère en fait en ce moment. Quand on disait tout à l'heure que ce monde automobile en France est en danger de mort, Xavier Oran, c'est surtout votre secteur, peut-être, non? Les garages, la distribution, etc., qui risquent d'être pénalisés parce que, notamment, si on va vers l'électrique, on a moins besoin, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, moins besoin d'aller au garage. Oui, bien sûr, et c'est certainement un point qu'il faut clairement approfondir en termes d'impact économique, en termes d'évaluation, d'études d'impact. Les études d'impact, on en parle beaucoup en France, c'est pas forcément notre culture, parce que vous parliez de surenchère à l'instant. La surenchère, elle est hélas surtout réglementaire et fiscale, et beaucoup moins sur l'anticipation des effets des politiques publiques dont Patrick Pellata parlait tout à l'heure, parce qu'il avait parfaitement raison de signaler que là, il y a eu une accélération, en particulier au niveau européen, mais aussi au niveau français, de la réglementation. Alors, par rapport aux objectifs climatiques, il y a quelque chose que j'aimerais signaler. L'objet de la filière automobile, c'est surtout pas de retarder cette transition écologique, mais c'est de la réussir. Et pour la réussir, l'une des conditions premières de réussite pour garantir la survie, ou en tout cas la transformation de la filière automobile, c'est de faire en sorte que la réglementation, avec tout ce qu'elle peut comporter, soit bien alignée avec ce qui est soutenable au niveau des acteurs de l'automobile jusqu'aux consommateurs. Ouais. À défaut, on ratera cette transformation, et les impacts, en particulier sur la distribution et les services, qui sont mal évalués effectivement aujourd'hui, peuvent être potentiellement catastrophiques. Alors Patrick Pellata, vous qui êtes consultant, qui a observé dans le monde entier ce monde automobile, est-ce qu'il doit y avoir une façon de se réinventer, de retravailler pour la distribution, par exemple? Moi, je participe au conseil d'administration d'un grand groupe de services automobiles qui s'appelle Mobivia. Et donc c'est une réflexion, du conseil d'administration, évidemment. Qu'est-ce qui peut être fait? Et donc ce qui peut être fait, c'est l'enrichissement de la valeur apportée par ces réseaux. C'est-à-dire comment on peut apporter dans les réseaux plus de valeur. C'est-à-dire, mais alors c'est quoi? Ça peut passer par quoi très concrètement? Par exemple, en allant sur les nouvelles mobilités, si vous voulez, ce qu'on appelle les micro-mobilités. Mobivia est par exemple le principal actionnaire de Vélib à Paris. C'est pas très connu, mais c'est important. Et Vélib, si vous avez l'occasion d'aller voir ce que c'est, la maintenance de Vélib, c'est une usine. C'est une petite usine. Donc là, il y a de la valeur ajoutée à créer. Et par contre, il faut faire ça tout en se transformant. C'est pas facile. C'est pas facile. Comme toutes les transformations. Allez dire à un garagiste, écoute, tu vas faire de l'entretien de vélo demain, quoi. Donc il se pose quand même la question de savoir est-ce que c'est possible ou pas, Xavier. Moi, je pense que c'est non seulement possible, mais Patrick Pellata a parfaitement raison, absolument indispensable. On est rentré dans une ère où la frontière un peu classique entre le produit et les services s'efface. Et donc, une grande part de la valeur ajoutée de demain, on le sait, au niveau de notre industrie, au niveau de la filière, se passera, le barycentre se déplace en quelque sorte vers les services. Au niveau du CNPA, ce que nous cherchons à faire, c'est connecter cet écosystème de manière beaucoup plus horizontale. On avait une culture très verticale au sein de la filière, très hiérarchique, avec un hyper-cloisonnement des différents acteurs. Ce que nous cherchons à opérer, c'est justement de donner une dimension beaucoup plus horizontale à ces chaînes de valeur qui sont en train d'être totalement redimensionnées, et nous avons fait en sorte, justement au niveau de notre filière, au niveau de notre mouvement patronal, de connecter des entrepreneurs qui sont
extrêmement hétérogène en termes de taille. D'un côté, on a des adhérents comme Mobivia qui font plusieurs milliards, ou des distributeurs automobiles qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Et de l'autre, nous avons aussi un artisanat automobile qui est extrêmement conséquent dans la totalité de nos territoires. On a ouvert une verticale mobilité au sein de Station F. On fait en sorte aujourd'hui que notre écosystème, entre guillemets, conventionnel, coopère avec des startups qui sont en train de bouillonner dans notre écosystème en France, et c'est une chance pour réussir justement la transformation dont on parlait tout à l'heure. Et puis effectivement, on a des groupes de distribution et des grands acteurs qui sont en train complètement de bouger dans leur offre de service. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Ce qui va manquer aussi, alors on a l'impression qu'il n'y a rien à changer sur les voitures électriques, mais on use plus de pneus. Donc déjà, il y a un pneumatique qui vont arriver, il y a quand même de l'huile dedans, et il y a toutes ces bornes électriques qui manquent aujourd'hui en France. Donc ça peut être aussi un point. Oui. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas monopoliser la parole. Je pense que Claude va largement compléter, mais lorsque je parlais tout à l'heure d'aligner les différentes politiques publiques entre elles, si on demande à l'ensemble de la filière de faire des efforts extraordinairement significatif. C'est une révolution dont on parle. Encore faut-il que les politiques européennes et nationales suivent en termes d'équipement d'infrastructure. Oui, Claude Charme, justement, vous l'équipementier, est-ce que vous êtes confronté aussi à la même chose, à un bouleversement tel que celui de la distribution ou pas ? Oui, bien sûr, c'est évident. Moi, je l'avais tout à fait l'avis de Patrick Pélatin. La transformation, il faut y aller. Bon, la neutralité carbone, elle était inscrite en 2050. C'est une nécessité. Le problème, c'est de savoir comment on y va et comment on se transforme. Donc moi, je ne suis pas particulièrement inquiet pour les entreprises. L'industrie automobile, elle est mondialisée. Nos grandes entreprises sont implantées partout dans le monde. Les équipementiers se sont mondialisés il y a très longtemps. Donc là-dessus, ça va être difficile, ça va nécessiter des ajustements, mais il faut le faire. Là où je suis inquiet, c'est sur la France. Est-ce que ces évolutions vont profiter à notre pays ou est-ce que nous allons le faire à l'extérieur de ce pays? Voilà. Moi, je regarde, si vous voulez, la balance commerciale des constructeurs automobiles françaises est devenue déficitaire il y a maintenant de nombreuses années. Celle des équipementiers est devenue déficitaire il y a 5-6 ans maintenant. Donc, la problématique que je pose, c'est de dire, allez vers les nouvelles mobilités, tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème, c'est évident pour moi. La seule chose qu'il y a, c'est comment le faire en France, dans des conditions où ça profitera au pays. Oui, voilà. Alors, chez Stellantis, vous êtes bien concerné, justement, Olivier Lefebvre. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va continuer de produire en France et d'avoir des équipements qui seront ici également fabriqués, quoi. Alors, tout à fait. Enfin, il ne faut absolument pas opposer industrie et écologie, ça, ce serait une gageure. On peut pas. Enfin, mais ça, c'est un grand débat. Quand on a des Barbara Pompili, je lui ai posé plusieurs fois la question, elle a quand même du mal avec l'industrie. Et avant tout, un élément, je dirais, structurant de la société. Ouais. Donc, on ne peut pas opposer un élément important de société qui est l'industrie et l'écologie, qui est l'avenir de la société. Donc ça, c'est un élément important. Nous, en tant qu'organisation syndicale, en tout cas, on a œuvré auprès de la direction de Stellantis pour que les emplois, en fait, qui sont à la main de l'employeur, c'est comme ça que c'est fait, notamment les usines qui fabriquent les boîtes de vitesse, qui fabriquent les culasses, qui font les fonderies, on arrive à ne pas perdre l'emploi qui est lié. Donc il y a des jeunes ventures, des co-entreprises qui ont été créées avec Saft, notamment pour les batteries. C'est l'usine d'ACC à Douvrin. Il y a avec e-Motors. C'est une jeune venture qui a été faite avec Nidec, un japonais qui est leader mondial du moteur électrique. Donc l'idée, c'est de bien pouvoir prendre les gens qui fabriquaient hier des moteurs et pouvoir leur faire ou des batteries, ou des moteurs électriques, ou... Alors et là, on parle sur un sujet qui est l'hybridation, mais et l'idée, c'est d'arriver à conserver l'emploi. Et on peut fabriquer en France, Olivier Lefebvre, bien encore sûr. Quoi. Regardez l'exemple quand même de Toyota, qui fabrique une partie de sa production du côté de Valenciennes, avec un succès quand même qui est considérable. Quand on se balade dans les villes aujourd'hui, on en voit énormément. Donc c'est que c'est possible. Bien sûr que c'est possible de fabriquer en France. On parlait, je vous le disais tout à l'heure, en 2000, on a commencé à voir la chute de l'activité automobile en France. En Allemagne, ça n'a pas du tout été le cas. Du tout été le cas. L'Allemagne continue à être le premier fabricant européen de véhicules en Europe. Donc on n'a pas
Et pourtant, c'est pas. On peut dire que le coût du travail en Allemagne n'est pas le meilleur en Europe. Meilleur marché, disons, en Europe. Donc on sait faire. Il faut qu'il y ait les incitations. Il y a un petit appel du pied quand même à l'État, c'est clair. Je pense sur les impôts de production, sur ce genre de choses. Il faut regarder ce qui se fait outre-Rhin. Il y a de quoi pouvoir créer et conserver de l'emploi. Mais là, on parle d'avenir et de fabrication de neuf. Aujourd'hui, on a un parc assez énorme en voitures d'occasion. Est-ce que ça aussi, c'est pas créateur d'emplois de se dire qu'il faut transformer ces voitures, que ce soit en électrification, ce qu'on appelle le rétrofit, ou alors que ce soit en aménagement de bioéthanol, parce que c'est peut-être aussi le carburant de demain, moins cher. Je rappelle, à la pompe, 0,65 €. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas vers là aussi qu'on doit transformer ce parc ? Vous le voyez clairement, enfin, c'est les concurrents qui s'y sont mis aujourd'hui les premiers avec l'usine de Flins, où on fabrique encore aujourd'hui la Zoé et la Micra. Demain, ce sera une usine où on fera du rétrofit et de l'économie. C'est l'électrification. Il faut expliquer. L'électrification des voitures. Voilà, c'est ça, l'électrification. Et puis la possibilité d'utiliser en fait d'autres technologies, c'est-à-dire de mettre le flex fuel, etc., le GPL. Alors évidemment, ce sont des nouvelles activités. Donc aujourd'hui, avec un bassin d'emploi qui est un peu réduit, on va dire, mais qui peut présager de l'avenir en termes d'emploi sur ces nécessités-là. On continue. Est-ce que le tout électrique est par exemple pertinent ? C'est un peu le choix de la France. Tavares n'était pas forcément très favorable. J'ai l'impression qu'il s'y est soumis parce qu'on lui a dit il faut faire ça. On va en discuter dans un instant avec vous et notamment Patrick Pellata. Il est 9h31, à tout de suite. Il est 9h34, vous voulez tout savoir sur l'automobile. Faut-il, l'électrification de l'automobile est peut-être, est visiblement en tout cas l'avenir de l'automobile, mais est-ce que c'est vraiment l'avenir ? On en parle avec Claude Cham, Xavier Oran, Olivier Lefebvre et Patrick Pellata. 0826 300 300, vous voulez poser des questions ou apporter votre témoignage, on vous attend au standard. Moi je me demande s'il ne faudra pas revenir à la voiture qu'on avait il y a 40 ans. Voilà, c'est ça, Cécile, vous avez lu dans mes pensées, c'est-à-dire la voiture à pédale finalement qu'on avait il y a 40 ans, 50 ans, quand on était tout gamin. Ce sera peut-être la meilleure des choses. Est-ce que le tout électrique est pertinent ? Patrick Pellata, vous qui travaillez en tant que consultant justement sur toutes les technologies d'avenir, En 2050, il faut que les mobilités routières et les autres, l'aérien et le transport maritime, soient à zéro émission. Quand vous regardez ça, si vous prenez par exemple du biodiesel, vous aurez réduit de 2 tiers. Vous ne serez pas à zéro. Si vous prenez du biogaz, vous y êtes presque. Si vous prenez de l'électricité, pendant que la production d'électricité se décarbone, et c'est en 2050 ce sera le cas au moins en Europe, vous serez à zéro, ou pas loin de zéro. Si vous prenez des hybrides, si vous prenez un hybride rechargeable, et que vous le rechargez, c'est-à-dire que vous circulez l'essentiel du temps en électrique, ça marche aussi, à peu près. Et donc c'est ça qui fait le... Alors après, vous pouvez dire, bon, entre-temps, on peut utiliser du gaz naturel. Oui, mais ça fait 0,4% du marché en ce moment, le gaz naturel. Le problème, c'est que le gaz naturel, ça émet du CO2. C'est pas... Donc, il y a des solutions intermédiaires. Est-ce que ça vaut le coup pour un constructeur, voire pour un consommateur, d'investir, voire pour le réseau d'entretien, de services, d'investir sur des technologies qui, de toute façon, tiendront pas dans la durée. C'est pour ça que l'électrique, c'est pas la seule solution aujourd'hui, évidemment, mais pour moi, pour 2050, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Oui, alors c'est vrai, Patrick Pellata, mais les auditeurs qui nous écoutent peut-être en voiture se disent, bon d'accord, en électrique, alors bon déjà, il faut acheter quand même la voiture, pour l'instant c'est un petit peu plus cher, il faut, voilà, donc on verra les coûts de production dans un instant, et puis derrière, il faut que je puisse, si je ne vais plus à la pompe, il faut que je puisse aussi, évidemment, recharger en permanence. Alors là, il y a un gros travail à faire, parce que si on regarde la situation en fait aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas beaucoup de bornes. Claude Cham, parce que... Pour l'instant, on avait un programme qui était de mettre 100 000 bornes dans notre pays. On en est loin, on en a fait un tiers. Donc, on a encore du retard. On a du retard en Europe. En ce qui concerne l'autonomie sur les longues distances, on a encore des batteries qui ne nous permettent pas de faire des très très longues distances. Donc il y a encore
du chemin à parcourir. Je pense que là encore, moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'à terme, nous avons effectivement une tendance de fond structurel électrique, mais j'ai je sens des réserves dans votre voix. Oui, je suis réservé dans la mesure où je pense qu'une mono-énergie, on a connu puisqu'on y a mis du pétrole. Ouais. Voilà les résultats où nous en sommes aujourd'hui. J'ai une petite tendance de paysan à penser que si j'avais plusieurs solutions complémentaires les unes aux autres, ça m'arrangerait peut-être. Et puis en plus, dans le timing auquel il faut y aller, je pense que ça serait une solution. Là encore, je suis préoccupé à savoir si tous les États vont jouer le jeu de la même façon. Et comme je ne suis pas naïf, malheureusement, je m'aperçois que tout le monde ne joue pas forcément avec les mêmes règles. Oui, Olivier Lefebvre, vous êtes à Stellantis, mais quand on regarde les constructeurs de voitures, quand même, c'est eux qui sont à la base, on voit que certains n'ont pas forcément hyper investi dans l'électrique. Je pense par exemple aux Coréens, l'ensemble en fait des Coréens qui misent plutôt sur l'hydrogène, ou en tout cas, ils misent pas, mais ils misent en même temps aussi sur l'hydrogène. Ils n'ont pas énormément développé en fait l'électrique pour l'instant, ou alors de l'hybride comme par exemple Toyota. Toyota, c'est de l'hybride. Toyota, ils sont partis tard, mais ils sont partis maintenant, ça y est, c'est parti. Et les Coréens, regardez, l'offre en Europe des Coréens, elle est remarquable sur les véhicules électriques. Elle est plutôt en avance sur tout le monde. Alors qu'ils pensent quand même toujours à l'hydrogène, quoi, aussi. Chez Hyundai, par exemple. Oui, alors, c'est plus sur les camions que sur les voitures, et ça reste microscopique. C'est-à-dire, on parle de 3000, 4000, 5000 camions. C'est pas c'est dans un marché qui fait 90 millions de voitures par an. Et eux, ils ont des semi-conducteurs. Pardon ? Et eux, ils ont des semi-conducteurs. Non, tout le monde souffre en ce moment. Tout le monde souffre. Le seul qui souffre pas, et ça c'est impressionnant, c'est Tesla. Et pourquoi il souffre pas, Tesla ? Parce qu'il a des développeurs. Il a gardé des développeurs des couches basses sur les semi-conducteurs, et donc il va chercher les semi-conducteurs qui sont disponibles. Il adapte son software aux semi-conducteurs, et c'est comme ça qu'il a accru sa production de 60% cette année par rapport à l'année dernière. C'est le seul au monde qui fait ça. Mais il est spécial, Tesla. Oui, et puis il n'a pas les mêmes volumes, même s'il progresse énormément. En chiffre d'affaires, ils sont passés devant Renault quand même. En chiffre d'affaires, quoi. Chiffre d'affaires. C'est un peu plus cher quand même. Vous l'avez remarqué, en fait, une Tesla qu'une bonne vieille Twingo, mon cher Olivier Lefebvre. Vous avez aussi quelques véhicules chez Stellantis. Oui. Votre regard. Je crois qu'en effet, le sens paysan de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ressurgit évidemment. On le voit. On a vu Stellantis, Carlos Tavares notamment, a freiné des cas de fer avant de vouloir se lancer vers l'électrique. Schématiquement, il ne voulait pas y aller, Tavares, sur l'électrique. Maintenant, on y est, et il y a un plan d'investissement de 30 milliards sur 5 ans pour partir vers l'électrique. Maintenant, on ne néglige pas l'hydrogène, puisqu'on a déjà des flottes de véhicules utilitaires légers qui sont en fonctionnement. Donc l'idée étant de savoir aussi, de ne pas justement mettre tous ces œufs dans le même panier. Et en plus, nous, on voit ça comme créateur d'emplois, en fait. Plus on va avoir de technologies différentes, plus on va être obligé, entre guillemets, de fabriquer en interne. Et surtout, de faire de la recherche et développement, parce qu'il ne faut pas oublier cette axe majeur dont on est, normalement, en France, on peut se glorifier, c'est qu'on est un pays dans lequel on innove, dans lequel on a un niveau de recherche et développement qui est important. Et je pense que là, il y a vraiment la volonté, alors on le voit chez Stellantis, mais chez d'autres constructeurs français, de développer en France de nouvelles technologies. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait des vraies incitations de l'État. On ne peut pas d'un seul coup décréter qu'on allait faire de l'électrique. Surtout que derrière, on ne se donne pas forcément les moyens. On parlait tout à l'heure des 100 000 bornes, elles ne sont pas en place. Et d'ailleurs, on le voit, chez Stellantis, qu'est-ce qui est en train de se faire ? C'est qu'on est en train de lancer en fait, la production avec un Italien de bornes qu'on va installer. Moi, j'ai du mal à voir, Patrick Pedata, qu'est-ce qu'il faudra comme consommation si on passe au tout électrique dans 10 ans, dans 15 ans, ce qui est demain, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que ça va représenter ? Dans 15 ans, la RTE a fait une étude, là, avec 15 millions de voitures électriques, en fait, ça passe. On a 30 millions de voitures en France, à peu près. Oui, mais je vous dis, là, parce qu'en 2035, on ne sera pas encore au tout électrique. Enfin, on sera en vente, mais pas sur le parc. Le parc, il faut
qu'il soit tout électrique, zéro carbone, on va dire, en 2050. Donc en 2035, ça passe. Par contre, en 2050, ça passera pas. En 2050, il faut rajouter un quart, un tiers de la consommation électrique de la France aussi. C'est-à-dire de la consommation actuelle, il faut rajouter ça en gros un tiers. En gros un tiers. Un tiers de plus. Ah oui, donc il ne faut peut-être pas fermer de centrale, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas ni pour ni contre le nucléaire, non, mais je pose la question. Je pense que sans ajouter des centrales nucléaires, on ne décarbonera pas l'économéie. Parce que pour le chauffage, il faut plus d'électrique. Pour l'industrie, les aciéries, etc., il va falloir de l'électrique et de l'hydrogène, mais propre, donc fabriqué avec de l'électricité, beaucoup d'électricité, etc., etc. Donc, de toute façon, si on veut décarboner, il faut remplacer. Aujourd'hui, en gros, on a un tiers de notre énergie qui est utilisée, qui est de l'électricité, 2 tiers qui sont du pétrole et du gaz. Donc ça c'est carboné. Donc il faut transformer ça. Alors heureusement, les rendements sont meilleurs. Le rendement d'une voiture électrique, c'est en gros 2 fois meilleur que le rendement d'une voiture thermique. Donc on utilise 2 fois moins d'énergie au total. Qu'est-ce que vous entendez par rendement ? Le rendement, si vous avez l'équivalent, je vais parler en kilowattheure, on peut parler de plusieurs. Si vous avez 100 kilowattheures d'énergie dans le pétrole que vous apportez dans la voiture, vous en mettez 35 à la roue. Dans une voiture électrique, si vous en avez 100, vous en mettez, y compris les lignes à haute tension, etc., vous en mettez 85 dans le... Olivier Lefebvre, vous vouliez compléter avant de marquer une pause et puis on continuera sur les solutions. 2050, décarbonation totale, c'est-à-dire que même pour la production, c'est-à-dire qu'on ne sera pas uniquement sur l'émission de la voiture. C'est bien la production aussi. Et là, le nucléaire est un atout majeur pour la France en Europe. Et donc, on doit pouvoir développer une industrie basée sur ça et être compétitif. Allez, on continue. Le monde de l'automobile en France est-il en danger de mort ? Xavier Oran, Patrick Pellata, Olivier Lefebvre, Claude Cham, tous des grands spécialistes évidemment de ce monde automobile qui passent des garages de la distribution aux équipements évidemment et puis à la construction des fameuses bagnoles qu'on a un peu inventées aussi, co-inventées en France. Faut pas l'oublier quand même. Des utilisateurs aussi. Ils sont utilisateurs. Et des utilisateurs que vous êtes bien sûr. On verra s'ils sont en électrique. Restez avec nous, on revient dans un instant. Il est 9h48, là il y a tout le monde là ce matin, on va parler de cette journée de la filière automobile qui a lieu demain à la Villette avec Claude Cham, Xavier Oran, Olivier Lefebvre et Patrick Pellata avec nous encore pendant une dizaine de minutes. Oui, c'est ça, c'est l'un des grands défis du moment, quoi. C'est-à-dire parce qu'on continuera de rouler, de se déplacer, ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick Pellata, on a encore besoin d'utiliser en fait sa voiture, pas simplement en fait en milieu rural, mais également autour des grandes villes pour se déplacer d'un endroit à un autre. Il y a quand même plus d'autonomie. Les transports en commun, bien souvent, sont saturés. Je ne parle pas en fait des virus éventuellement qui peuvent se balader. Il y a tous les artisans qui ont besoin de leur entreprise. Bien sûr. Et puis pour aller d'un point à un autre, c'est complexe, quoi, parce que bien souvent, il faut passer par le centre pour repartir de l'autre côté. Donc dans ces conditions, vous mettez 1h30 le matin, vous mettez 1h30 en fait le soir. Et je pense que c'est très très concret. Alors on a fait le constat de ce monde automobile qui est menacé. Il faut absolument passer par des changements. Quelles sont les solutions en fait potentielles en fait maintenant ? Est-ce que par exemple il faut former aussi Xavier Oran dans le monde de la distribution des nouveaux garagistes aux nouveaux métiers ? Est-ce qu'il faut passer par là ? Penser à la voiture aussi connectée, bien sûr. Oui, bien sûr, mais je réagis sur la remarque de Cécile, si vous me permettez, parce qu'on parlait de révolution tout à l'heure, et toute révolution a plusieurs risques. Un risque d'excès, un risque d'emballement et un risque de confusion. L'excès, on en a parlé un instant avec la neutralité technologique. L'emballement, c'est lié à l'agenda, c'est-à-dire aux objectifs qui ont été fixés, avec des horizons de temps extrêmement différents, et le premier d'entre eux, c'est 2030. Donc 2030, c'est clairement demain, avec des centaines de milliards d'investissements qui vont devoir être consentis par toute la chaîne de valeur au niveau de la filière. Mais si on revient à aujourd'hui, tous vos auditeurs se posent une question. Quelle est la voiture que je dois acheter demain ? Et c'est la confusion à laquelle je faisais référence. Et là, je pense qu'on a un marketing, un autre récit à porter autour d'une filière qui est avant tout, il faut bien le comprendre, c'est pas une filière qui est orthogonale par rapport au changement climatique, c'est d'abord une filière qui va apporter des solutions. Et ce sont nos ingénieurs, ce sont nos commerciaux qui vont apporter des solutions, mais qui vont surtout aussi créer de la richesse et créer des emplois. Alors je viens à votre question, et c'est là où on a un récit
j'allais dire un peu national à mettre en scène, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça fait partie de notre histoire. Donc dans cette révolution, et c'est un moyen de réussir cette révolution, il faut parler des emplois et des compétences de manière différente. Oui, il y aura des destructions d'emplois dans l'amont et dans l'aval. On rappelle, vous l'avez dit en début d'émission, pour les auditeurs qui arrivent, c'est 2 millions d'emplois à peu près. C'est un peu plus de 2 millions d'emplois. Il y a un risque sur entre 50 000 et 100 000 postes au niveau de l'amont, et il y a un risque de même nature en termes de volume au niveau de la distribution et des services de l'automobile. Donc il y aura des destructions, il y aura des transformations de postes et il y aura besoin de nouvelles compétences. C'est une industrie qui innove comme jamais. Nous sommes à la croisée des chemins, et moi je pense qu'effectivement notre filière n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut, mais encore faut-il accompagner cette transformation sur le plan social, et dans les contrats stratégiques de filière que nous avons signés avec toutes les parties prenantes et au niveau de l'État, c'est le dernier chapitre, mais c'est le dernier chapitre que je mettrai en premier dans nos engagements, parce que c'est un devoir, tant au niveau de l'État que des différents acteurs, que de permettre des reconversions qui vont être difficiles à mettre en place, mais aussi... Pardon. Oui, non mais bien sûr. Non mais ce qui veut dire qu'il faut peut-être aussi faire évoluer l'image, Claude Cham, de. On a commencé cette émission par l'autophobie, un peu en quelque sorte. Hein. Il faut retravailler un peu sur cette image aussi de l'automobile. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'automobile qui détruit en permanence notre planète, quoi, et que demain elle peut contribuer à. Oui, je suis intimement convaincu que s'il y a eu un objet qui a apporté énormément au peuple depuis le 19e siècle, c'est bien l'automobile. Parce que d'Alexandre le Grand à Napoléon III, le moyen le plus rapide de circuler, c'était le cheval. Entre le 19e siècle et maintenant, je voyais les progrès qu'on a fait. Vous voyez les progrès en plus de sécurité, de durabilité que nous avons fait faire aux produits. Donc, si véritablement il y a un objet qui, à mon avis, continuera à apporter énormément à l'être humain, c'est bien l'automobile ou les mobiles qui seront les mieux adaptés. Moi, je pense personnellement qu'on n'ira pas vers un seul objet, qu'on ira vers une pluralité d'objets. Un seul objet, vous dites, c'est par exemple une automobile qui va faire tout ce que vous voulez, où que vous soyez. Et je pense que nous allons vers une mobilité qui sera certainement multimodale et pas monomodale. Les problématiques de centre-ville, de grosses agglomérations et les problématiques d'un milieu rural ne sont pas les mêmes. Etc. La longue distance, c'est pas la même chose que la courte distance. Attendez, mais on peut pas avoir 36 voitures non plus. C'est-à-dire que s'il faut avoir une voiture pour aller dans les centres-villes, une autre pour aller en fait à la campagne, une autre pour faire les... Non, vous voulez dire la voiture partagée, la voiture louée, la voiture... Sauf à ce que les usages évoluent. Ce que nous observons aujourd'hui. Et je ne suis pas du tout certain que nos petits-enfants auront la propriété de leur véhicule, et je pense plutôt qu'ils iront vers l'usage du véhicule ou de différents véhicules adaptés. On pense déjà à la multipropriété sur l'automobile. Exactement. Exactement. On y pense déjà. C'est ça. Patrick Pedata. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que la voiture de demain, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Il restera des voitures multi-usages, et on va avoir après, en particulier autour des grandes agglomérations. Dans le centre des grandes agglomérations, je pense que les micromobilités, le vélo et les transports en commun font un très bon travail. Enfin, je veux dire, à Paris, on peut se déplacer de tout un tas de manières différentes. C'est pas un problème. On peut se déplacer, je sais pas, je mets entre parenthèses. Pas forcément très rapidement. Il faut enlever les voitures du centre-ville, c'est clair, hein, pour que ce soit mieux. Mais par contre, en périphérie... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait, moi je ne comprends toujours pas, c'est de mettre en fait, des petites voitures qui sont beaucoup moins polluantes en fait, dans les villes. Et ça, le problème serait en partie résolu. Pourquoi on n'a pas fait ça, alors, ce qui arrive, c'est... je vais répondre un petit peu à côté de votre question. Non, ce qui est en train d'arriver, et ça, je pense qu'en 2030, ce sera là, c'est des flottes on appelle ça des robotaxis, qui sont partagés, avec des voitures qui sont avec des séparations internes, comme vous avez dans un avion, dans une business class, parce que virus, attendez, quelqu'un peut être pénible. Les petites smart, au lieu de les faire, évidemment, on pouvait les passer en électrique, etc. Pourquoi ça n'a pas marché, ça existe, hein, ça existe. Vous avez on les produit maintenant. Oui, vous avez vu, c'était en Moselle, effectivement. Mais on a fermé. L'Europe n'a rien investi pour garder en fait ça et produire, quoi. C'est quand même un peu dommage, ça, non ? Il faut pour ces voitures-là, il y a un problème d'entretien, de réparation, de propreté, de mise à disposition. Et je pense que l'essai qu'on a fait avec les voitures Bolloré n'a pas répondu véritablement aux besoins de service. Il a répondu en partie, mais la globalité, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne l'ont pas utilisé. Ça perdait un argent fou. Ou mal utilisé, parce qu'elles ont été vandalisées. On est encore une fois à la veille d'une révolution et qui implique d'ores et déjà les grandes collectivités locales.
C'est-à-dire que ces politiques-là, ce sont des politiques d'un nouveau genre qu'il faut inventer, avec des questions très difficiles du type l'accès aux data. Quel type de plateforme de data on met en place pour que ça soit partageable, interopérable entre les différents opérateurs. Donc on voit que les attentes, y compris en termes de décongestion de l'espace urbain, sont absolument immenses. Les sujets de télétravail ont fait irruption dans les débats de société depuis 24 mois à peu près. Donc l'automobile, ou la mobilité plus exactement, les mobilités plus exactement, c'est au carrefour de tout cela. Oui. Dernier mot avec vous, Olivier Lefebvre, de chez Stellantis. Oui, Stellantis, on rappelle, c'est Peugeot, c'est Citroën, c'est 14 marques. C'est 14 marques, c'est la fusion de, mais c'est vrai, quand de on dit PSA Stellantis, et de Fiat Chrysler Automobile. Donc évidemment, c'est un groupe énorme aujourd'hui. Je pense que la mobilité urbaine est une chose, mais n'oublions pas que elle est propre à l'urbain. Et il n'y a pas en France que des urbains. Donc le salarié qui vient travailler typiquement à l'usine de Poissy, aujourd'hui, il n'habite pas à Poissy. Il va pas venir en vélo. Et il peut pas se séparer de sa c'est difficile pour lui de venir déposer son véhicule, reprendre un transport en commun pour se rendre à l'usine qui elle-même est dans le centre de Poissy, par exemple. Donc je pense qu'il faut repenser en effet cette question. Mais en ayant les infrastructures, il faut pas mettre forcément la charrue avant les bœufs. La vitesse, en fait, de l'exécution nous contraint un peu. Donc, comme vous l'avez dit, on n'a pas dit son dernier mot du côté de la filière automobile. Justement, un dernier mot, si vous me le permettez. On ne réussit pas une révolution contre son peuple. Bon, très bien, merci. En tout cas, le monde de l'automobile en France est-il en danger de mort? C'était la question que nous posions ce matin à la veille de l'équivalent des états généraux de la voiture qui aura lieu demain à la Villette. Merci en tout cas de vos éclairages.